je vous présente en fait un projet qui est à la fois un projet de reconversion, un projet humaniste, un projet qui me tient à cœur, qui correspond en fait à un changement de vie et d'une certaine manière à la part que chacun de nous peut faire à la fois en tant que particulier, mais encore plus en tant qu'entrepreneur. On est tous affectés, l'été dernier n'était pas sans le rappeler, par les différentes vagues de chaleur. Ici, vous avez une cartographie, alors on s'éloigne un petit peu, c'est une cartographie qui est plutôt bien faite par l'agence d'urbanisme de la région nantaise, Laurent, et sur laquelle on voit effectivement une cartographie assez fine des îlots de chaleur. Ce qui est intéressant dans cette cartographie, c'est qu'on peut mettre en évidence justement ces îlots de chaleur à la fois de par la minéralisation des espaces urbains, mais à contrario de leur végétalisation. Et nous, ce qui va nous intéresser justement, c'est la végétalisation. Si ma télécommande veut bien fonctionner. Non mais ça fonctionne, c'est OK. Voilà. Donc on voit ici, en fait, on a des gradients de température relativement importants entre les endroits qui sont fortement minéralisés et les endroits fortement boisés ou en tout cas en verdure. Et on rêve tous d'une certaine manière, où je connais assez peu de gens qui ne rêvent pas d'une ville qui ressemblerait à ça. Okay, une ville qui ressemblerait à ça, c'est une ville plutôt paisible où on a vraiment envie de passer son temps. Et on peut légitimement imaginer qu'un été reste un été agréable en ville et non pas un été à la campagne. Malheureusement, pour l'adaptation au changement climatique, puisqu'on parle d'adaptation et non pas de lutte, la lutte, je ne dis pas que la bataille est un peu perdue d'avance, mais il faut mener les deux de front. Donc moi, je suis plutôt sur l'adaptation. Et l'adaptation au changement climatique, ça passe par la végétalisation des zones urbaines. Et quand on dit végétalisation, on pense souvent à des arbres. Alors les arbres, ça a beaucoup d'avantages, ça a quelques inconvénients. Donc je ne suis pas un anti-arbre du tout, ce n'est pas ça l'idée. Par contre, effectivement, les arbres ont ça de particulier qu'ils ont un peu de mal à cohabiter avec le milieu urbain, notamment les infrastructures au sol et les infrastructures souterraines. Mais également, un arbre, ça tombe sous le sens. Pour qu'il fasse son effet, il faut attendre qu'il pousse. Ça tombe sous le sens. N'empêche, vous déplacez assez rarement des arbres centenaires en ville. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une approche un peu différente, plutôt frugale, sur la végétalisation légère. Donc là, je vous ai pris du jasmin. Pourquoi le jasmin ou pourquoi le chèvrefeuille? Parce que ça nous permet à la fois d'amener de l'ombrage, des températures fraîches, mais également des senteurs en ville. Et on va créer des structures. Donc vous avez un exemple de structure juste là derrière qu'on a mis à la verticale et une maquette qui est posée sur la table. On va travailler sur des structures légères en bois de châtaignier qui sont fabriquées en Bretagne pour le coup. Et ces structures, on les appelle à la fois biomimétiques et réciproques. Et là, je vais rentrer dans le détail de ce qu'une structure réciproque et biomimétique. Une structure réciproque et biomimétique. Alors déjà, à quoi ça peut ressembler? Ça peut ressembler à ça. Alors vous avez bien compris, l'entreprise est assez jeune, donc la végétalisation n'a pas encore couvert. Il faut attendre que l'arbre pousse et il faut attendre que la végétalisation prenne son chemin. On est sur ce type de structure, des structures après urbaines comme ça. Là, on est sur un projet des bords de Marne. Alors l'approche biomimétique, qui a déjà entendu parler d'approche biomimétique ici? Ok, donc je suis en face d'experts. Alors le principe de base du biomimétisme, si on fait les choses un tant soit peu sérieusement, c'est que la nature ne crée pas de déchets en fait. La notion de déchet, c'est une invention de l'homme. La nature ne crée pas de déchets. Tout déchet pour la nature, que nous considérons comme tel, est une ressource pour un autre organisme vivant. Et il y a plusieurs niveaux de biomimétisme. Le premier niveau de biomimétisme qu'on connaît tous assez bien, c'est, pour ceux qui le connaissent en tout cas, c'est le biomimétisme de forme. Ça veut dire s'inspirer de la forme d'un organisme vivant, que ce soit un animal, une plante. Le deuxième niveau de biomimétisme, c'est le processus, c'est la façon dont la nature va créer des objets, par exemple par fabrication additive. Et enfin, la dernière, c'est l'approche écosystémique. Pour nos structures, on part sur les 3 niveaux. Alors, le premier niveau s'inspire de la squille multicolore, qui est en fait une crevette pan, qui a la particularité d'avoir un agencement de ses pattes avant qui lui permettent, microscopiques, qui lui permettent de déployer une énergie assez considérable pour venir détruire la carapace de ses proies.
Pourquoi on part sur ces types de systèmes? Puisqu'en fait, on est sur des systèmes assez imbriqués, un peu comme un plat de spaghetti de poutres en bois. Donc, je sais qu'ici, on est chez des boiseux. Les poutres en bois, on aime bien ça. Et donc, on va avoir un enchevêtrement de poutres en bois qui vont permettre de diffuser l'ensemble des forces assez contre-intuitivement et de manière assez différente de ce qu'on a l'habitude de faire en structure traditionnelle. Le second mode, c'est le biométisme de processus, où en fait, on va créer une structure par le centre sous forme d'escargot. Donc, c'est vraiment une structure qui croît avec le temps, à mesure qu'on l'installe. Et je pense que l'étape la plus importante et la plus signifiante dans la démarche, c'est l'approche écosystémique. Donc l'approche écosystémique, comme je disais, la nature ne crée pas de déchets. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie du produit, d'imaginer qu'à un moment donné, ce produit sera en fin de vie. Je serai peut-être mort, on sera tous morts, mais n'empêche, il est important de penser à la fin de vie et donc à tous les traitements qu'on va mettre en œuvre. Là, l'idée, c'est de travailler sur des bois qui sont naturellement résistants, donc du bois de châtaignier qu'on trouve localement, plutôt en taillis sous futaie, donc sur des modes d'exploitation qui sont un peu plus respectueux de la nature. Également, zéro traitement chimique. Donc là, on prend l'exemple des calvaires qu'on peut trouver dans nos campagnes et qui sont en châtaignier, qui durent 300 ans, 400 ans, sans que personne n'aille les repeindre tous les ans. Et enfin, le concept de zéro déchet. Cette approche biomimétique est assez en symbiose avec un mode constructif qui est assez peu connu, qu'on appelle les structures réciproques. Alors, les structures réciproques sont des structures autoporteuses. Vous avez vraisemblablement tous déjà joué à ce jeu-là ou avoir vu ce jeu-là, jeu de la chaise. Donc chaque personne s'assied sur la chaise, sur les genoux de son voisin, et l'ensemble formant en tout permet à la structure d'être stable. C'est exactement ce qu'on voit sur la structure qui est juste là. Donc on a des exemples assez nombreux de structures de ce type-là. Et il s'avère que Léonard de Vinci avait déjà dans son Codex Atlantico développé, mais jamais a priori développé au-delà de son codex, donc pas encore sur de la date maquette, ce type de structure. Donc nous, on va utiliser des motifs notamment du Codex Atlantico de Léonard de Vinci pour la création de nos structures. Celle-ci en faisant partie. La particularité des structures réciproques, c'est qu'on est sur une utilisation assez frugale de ressources. On utilise généralement à peu près de 25 à 30% de bois en moins pour le même usage. Donc on va parler de portée en structure. On est sur de l'utilisation de barres d'assemblage en bois très peu transformées, donc simplement usinées, rabotées, usinées. On n'est pas sur du lamelé collé. Je sais que je ne suis pas un anti-lamelé collé, mais ici, il n'y a pas de lamelé collé. En tout cas, on est sur un usage extérieur, donc ça ne s'y prêterait pas. Et on peut valoriser des sujets assez petits, assez tordus, qui ne se prêtent pas nécessairement à la fabrication de charpentes assez complexes. Et on est sur une résilience, c'est-à-dire que dès lors qu'on est sur un maillage assez complexe, on peut très facilement intervertir des barres, sortir une barre, remplacer une barre si besoin était. Et pour terminer, on a ici, je vous montre une petite vidéo de construction de structures réciproques. Ici, on est sur de la conception 3D paramétrique. Alors certains de vous connaissent des logiciels de gestion paramétrique. On peut faire des choses assez fabuleuses. Là, je suis parti sur une base octogonale et pentagonale, mais on peut jouer sur toute variété de formes et de couleurs. Vous l'aurez compris, notre mission, c'est l'adaptation au changement climatique. Et on s'acharne à répondre à ce besoin-là et également, d'une certaine manière, de contribuer au retour de la biodiversité en ville. Tout cela en lien avec un certain nombre d'objectifs de développement durable. Et je vous remercie. Je suis aware pour vos questions. Donc on voit bien que les structures que tu développes, elles sont loin des pergolas standards, par exemple, ou des choses comme ça. Quel impact ça a Quels sont les impacts de ces designs en termes d'assemblage, de livraison, de production par rapport à tes compétiteurs? Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ta compétition? Oui, bien sûr. Ok, alors ça c'est une très bonne question puisque je suis sur d'une certaine manière la création d'un nouveau marché. Effectivement, tu fais référence aux pergolas. On peut appeler ça effectivement des pergolas, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ce terme-là parce que c'est tellement galvaudé. On imagine une pergola qui ne tient pas très longtemps dans le temps finalement. Alors, le système constructif a ça de particulier qu'il est assez complexe à mettre en œuvre, à concevoir, mais très facile à mettre en œuvre. Donc, il ne faut juste pas être complètement manchot pour l'assembler,
mais toutes les structures, toutes les pièces sont numérotées, et c'est que de l'assemblage à mi-bois, donc ça vient sans clipser. On en monte 1, 2, 3, 4, et après on forme une voûte en mettant une clé. Alors il s'avère que chaque barre est une clé en tant que telle. Et sur la compétition, en réalité, j'ai pas tant de compétition, en tout cas pas frontale sur ce type de produit. C'est vrai qu'on est plutôt sur du haut de gamme, mais je reste à des prix raisonnables, donc bien moins cher que ce qu'on peut trouver dans des pergolas de luxe. Et en tout cas, l'idée, c'est plutôt d'avoir une offre commerciale qui soit la plus attractive possible pour répondre à la mission de développement massif de cette solution. Et l'idée, c'est justement de ne pas rester à un stade élitiste de luxe, mais plutôt de démocratiser l'accès. Et j'ai pas de souci avec ça. Du coup, ma question, c'est sur les clients. C'est quoi ton type de marché actuel? Du coup, c'est vraiment les collectivités ou c'est aussi le particulier? Ok, excellente question. Alors, si on parle de mes clients, mes clients finaux en fait sont à la fois des collectivités locales, puisque l'idée c'est vraiment l'adaptation des milieux urbains au changement climatique, mais également les entreprises qui ont besoin d'ombrager un certain nombre de leurs lieux pour les employés, et enfin les particuliers, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas laisser l'opportunité aux particuliers d'accéder à ce type d'ombrage. Maintenant, je ne vends pas en direct et je n'installe pas. Donc moi, mes clients, c'est-à-dire ceux à qui je facture, ce sont des paysagistes essentiellement. Donc c'est du B2B, tout ce qu'on veut, collectivité. Et effectivement, les paysagistes, je leur livre des structures en kit. Donc j'ai plusieurs modèles et chaque modèle a plusieurs variantes de taille. Et j'ai la possibilité de répondre à du sur-mesure, puisque bien souvent, en fait, on a des configurations qui demandent du 100% sur-mesure. Et là, je réponds en one-shot par projet. La deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez concevoir des structures à partir d'éléments de bâtiments déposés en vérifiant les éléments pour voir si c'est faisable ou pas? Encore une excellente question à laquelle je n'avais pas songé, pour tout avouer. Donc là, c'est un peu la question piège. En fait, l'idée justement, c'est de valoriser soit des sujets tordus, soit des bois qui sont faiblement valorisés. Donc là, pour le coup, c'est le bois châtaignier. Maintenant, on est sur des structures extérieures qui sont soumises aux intempéries. Donc ça veut dire qu'il faut être sélectif en fait sur le bois. C'est pas un bois pour le coup. On est sur des structures assez légères malgré tout, qui n'ont pas vocation à être couvertes par des tuiles, des ardoises, etc. Donc on n'a pas tant de contraintes mécaniques que ça. Donc on peut travailler sur des sections qu'on récupérerait. Maintenant, il faut évidemment privilégier des sections de bois et surtout des essences de bois qui sont en cohérence avec ce qu'on attend. Voilà. Ça répond à la question ? Merci. Vincent, tu nous as présenté ta solution en détail, hein, voilà, le côté technique. Maintenant, côté développement, moi c'est mon boulot, hein, c'est les startups et c'est le développement des entreprises. C'est quoi les prochaines étapes? Est-ce que tu vas chercher des fonds? Est-ce que il y a des projets en cours? Ouais, alors question très personnelle et très intéressante. Alors moi j'ai lancé la société sur mes fonds propres et pour l'instant, donc je suis dans l'optique de rester sur mes fonds propres pour l'instant. Il s'avère qu'il y a plusieurs opportunités justement de rentrer au capital d'investisseurs français justement qui souhaitent travailler dans cette démarche-là. On est en discussion pour l'instant, mais c'est effectivement, on n'est pas sur la même dynamique. Quand on a une entrée au capital d'un investisseur français qui vous fait confiance et qui est dans cette mouvance-là justement, c'est une opportunité peut-être à saisir, en tout cas à étudier, d'aller beaucoup plus vite dans le développement. L'idée, c'est pas de développer pour développer, mais c'est en réalité de répondre aux besoins de l'urgence, de l'adaptation. Et c'est en ce sens-là que je pense que c'est en tout cas des questions qui sont légitimes et des points à vraiment étudier. Après, c'est une sorte de mariage, donc il faut trouver le bon partenaire qui soit justement dans cette optique-là et dont l'optique n'est pas nécessairement la rentabilité financière immédiate à tout prix demain. Mais plutôt la préservation de l'environnement. Merci. Du coup, j'ai l'impression que les partenaires futurs de ta compagnie, ce sera des personnes qui ont des valeurs que tu partages aussi. Du coup, ça m'amène sur le sujet de pas la durabilité, mais la vocation environnementale de tes produits. Oui. Qu'est-ce qui est déjà mis en place pour sourcer ton bois, par exemple? Oui. Qu'est-ce qui va être mis en place? Est-ce qu'il y a des choses que tu développes? Oui. Donc pour l'instant, moi je suis l'ensemble de mes partenaires sont dans un rayon de moins de 100 km autour de la forêt de Brocéliande. Donc je travaille avec une petite scierie familiale
qui fait des prélèvements de châtaigniers à la demande. Donc je travaille du bois vert, ça c'est important. C'est du bois vert qui n'aura pas été séché, étuvé, donc il sèche comme les charpentes d'antan. On met du bois vert en place. Et sinon, je travaille effectivement avec des usineurs locaux. Alors l'idée, dans le développement futur, il y a effectivement augmenter le sourcing de bois, mais pour l'instant, on est sur une relation de confiance et les volumes ne sont pas encore critiques. Donc c'est diversifier l'offre, mais plutôt dans l'ouest de la France, donc proche de l'atelier, et avoir son propre atelier. Voilà, l'idée, c'est vraiment justement une internalisation assez complète de la chaîne.